Aujourd'hui, dans un via show, 10 Cloverfield Lane, premier long métrage de Dan Trachtenberg. Aucun rapport avec Michel Trachtenberg qui jouait Dawn dans la série Buffy contre les vampires. Et franchement, pour un premier film, moi je dis chapeau. Je connaissais déjà Trachtenberg avec son court-métrage Portal No Escape sur le jeu du même nom. Si vous ne les connaissez pas, je vous recommande et le jeu et le court-métrage, les deux sont très bons. D'ailleurs, je pense que je vais même mettre le lien du court-métrage dans la description de la vidéo, si ça vous tente. Allez jeter un coup d'œil. 10 Cloverfield Lane est la suite de Cloverfield sortie en 2008. Cloverfield, c'était une sorte de simili Godzilla, on va dire, en mode caméra à l'épaule, comme Rec, ou même comme Blair Witch pour les un poil plus âgés. Que tu dises maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. Mais c'était si jeune que ça. Comment tu connais Blair Witch? Mon Dieu, ça va, j'ai en train de vieillir? Non, pourquoi moi? Bref, trêve de digression. Donc, Cloverfield se passe à New York où une bande de potes, réunis pour un anniversaire il me semble, se retrouvaient par une attaque de grande envergure par un monstre. Le tout est filmé par un caméscope qu'ils avaient à la base pour immortaliser leur soirée et qui du coup se sert de sorte de documentaire pour l'attaque. Pas de documentaire, plutôt un témoignage plutôt. Alors, je n'avais pas spécialement aimé Cloverfield, déjà parce que je trouvais que ça révolutionnait pas le genre. Et puis, je trouve que filmer avec un caméscope, ça fait assez cache-misère finalement. Je trouve que ça sert vraiment en fait à éviter de faire plein de traitements d'images en post-production, pour éviter aussi de trop bien filmer le monstre, parce que comme ça bouge partout, on le voit pas, on le voit pas beaucoup, genre juste par bribes. Et comment ça évite de le faire trop bien, parce que comme ça, si on le voit pas vraiment, si c'est juste une silhouette, du coup, genre c'est pas très grave. Et donc du coup, ça coûte moins cher en effets spéciaux, donc c'est pratique. Il y a plein d'avantages avec ce genre de caméra quand le budget n'est pas faramineux, mais ça fait que le film ne marque pas spécialement, et donc du coup le rendu n'est pas forcément au rendez-vous, on va dire. Bref, maintenant que j'ai parlé de Cloverfield, parlons de sa suite. Mais personnellement, je l'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est une suite assez intelligente. Par contre, je ferai les deux suites. Si vous avez vraiment adoré Cloverfield, premier du nom, et que vous attendez un film qui sera du même acabit, qui sera son direct descendant, qui marchera donc sur la même plateforme que son aîné, avec une caméra à l'épaule et avec des monstres avec un gros monstre partout, à la mode Godzilla, vous pouvez passer votre chemin et retenter une autre fois. Parce que, à part le nom, les deux films n'ont quasiment rien en commun. Même le monstre n'est pas pareil. Donc, pour résumer un peu le speech de base, on commence l'histoire avec Michelle qui quitte son mari. Elle part en voiture et a un accident. À son réveil, elle est dans un bunker attaché. À l'intérieur se trouve Howard, à qui appartient le bunker, et Emmett, une connaissance de Howard. Howard explique alors à Michelle que les États-Unis ont été attaqués et que les trois sont bloqués donc maintenant ici pendant au moins un an, le temps que les retombées radioactives qui jonchent la Terre à présent genre, se dissipent et que du coup l'air redevienne viable. Seulement Michelle pense qu'elle ment, elle n'est pas sûre de s'il y a eu une attaque ou non, mais après elle pense que s'il y a eu une attaque c'est pas réellement radioactif, en fait ils les mettaient juste ici pour les garder là et voilà quoi. Donc elle va donc tenter de trouver un moyen de sortir. Voilà, ça c'est un très bref résumé du scénario, enfin tout du moins du premier tiers. Après ça se complique, mais bon, je ne spoilerai pas le film parce que ça serait vraiment du gâchis, parce que le scénario est quand même pas trop mal. Vous l'aurez compris, le film se déroule donc à huis clos dans le bunker. Et autant le premier Cloverfield n'était rien de plus qu'un banal film de monstres gigantesques, autant le second opus, il est bien plus profond que ça. Ici, l'attaque n'est que l'élément déclencheur du scénario en fait, qui cause le fait qu'ils sont tous bloqués à l'intérieur du bunker. Elle ne sert à rien d'autre. Le cœur du film réside vraiment dans les personnages du bunker et dans ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer. Ce qui se passe dehors, finalement, on s'en fout un peu. Enfin, on a aussi envie de savoir ce qui se passe genre dehors et si c'est vraiment radioactif ou non. Mais ça passe plutôt en second plan. L'objectif primaire du film, c'est vraiment de montrer les relations entre les personnages. De ce fait, le reste du film n'est rien de plus qu'un thriller psychologique qui repose vraiment sur les états d'esprit des personnages, sur leur angoisse, leur peur et surtout sur leur but. Et donc du coup, pendant tout le film, on suit Michelle qui a vraiment peur de Howard parce qu'elle pense vraiment qu'il lui cache des choses. Et donc tout le but du film sera vraiment de voir quels sont les réels buts d'Howard, si il dit la vérité ou pas, et sinon, du coup, si Michel est juste parano. Et franchement, je trouve qu'on se prend vraiment très vite au jeu, et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe, et vraiment, genre, quelle est la vérité. Il y a vraiment une sorte d'ambiance qui nous prend à bras le corps, et qui nous force à nous attacher au personnage de Michel, pour la suivre, et vraiment avoir envie qu'elle continue, et qu'elle découvre la vérité, quoi. Du coup, le scénario était vraiment très bien ficelé, j'ai trouvé, de la première scène jusqu'à son dénouement final. Je n'ai juste pas aimé la dernière scène du film, vraiment la toute dernière,
que j'ai trouvé trop ouverte et qui fait vraiment... Bon allez, maintenant qu'on a ressorti Cloverfield du placard, on veut faire des suites, alors on va finir de telle manière que si ça marche, on pourra faire 1 ou 2 films de plus. Et donc du coup je trouve ça un peu dommage de terminer comme ça, mais après c'est pas bien grave, ça enlève rien à la qualité du film. Le film dégage vraiment une atmosphère vraiment oppressante, et je trouve que ça fait du bien de voir que des films peuvent encore parvenir à nous faire peur. Parce que depuis quelque temps, je trouve que le cinéma s'essouffle lorsqu'on en vient à parler de la notion de peur. J'ai vraiment du mal avec les films d'horreur parce que j'arrive pas à avoir peur dans les films. Je trouve qu'il y a trop de codes à présent qui fait qu'on sait vraiment déjà tout à l'avance. Par exemple, quand une scène est faite pour faire peur dans un film d'horreur, elle sera dans 95% des cas faite de la même manière. Il y a un personnage qui s'avance vers un endroit sombre avec une musique opprimante. Puis, un silence. Plus de musique. À partir de ce silence, vous comptez 1, 2, 3, et là, bam! Une note de musique succincte et aiguë, accompagnée soit du monstre, soit d'un bruit sourd. Bruit sourd qui provient d'une autre pièce pour que la femme, parce que c'est toujours une femme, me demandez pas pourquoi, sûrement parce que ça paraît plus fragile, donc voilà, aille dans l'autre pièce de la maison qui vienne faire du bruit. Testez chez vous devant n'importe quel film d'horreur, je vous dis, ça marche quasiment à chaque fois. Et donc du coup, je préfère vraiment le genre de film comme Ten Cloverfield Lane, donc le genre des thrillers psychologiques, parce que ce genre de film ne réside pas en fait sur des scènes précises pour faire peur. Le tout est fait pour nous faire flipper à mort. Il cherche à nous angoisser, on va dire, en créant une espèce d'atmosphère vraiment pesante, et qui fait qu'on sait vraiment jamais trop où est le danger, si on est vraiment en danger ou pas, et donc du coup c'est ça qui est intéressant. Ici on a peur tout le temps parce qu'on sait que le bunker est assez petit, qu'il y a nulle part où se cacher, que si une des 3 personnes du bunker est mal intentionnée, eh bien, elle peut être vraiment partout à nous épier, et donc du coup on sait vraiment jamais trop à qui se fier, et qui dit la vérité, qui ment, qui est gentil, qui ne l'est pas, et de ce fait on est constamment sur le qui-vive, à l'affût de quelque chose, sans savoir si oui ou non quelque chose va arriver, car on n'est pas sûr s'il y a vraiment un méchant dans l'histoire, ou si on se fait juste des idées. Si vous aimez ce genre de film, je vous conseille Rosemary Baby, qui est un peu vieux maintenant, il date de 71 je crois, mais je trouve que dans ce genre de film psychologique, c'est un des piliers on va dire. Après je dis pas, ça va faire 4 ans que je l'ai pas vu, peut-être que bon à force il commence à vieillir comme ça, 70 c'est quand même assez vieux, mais il me semble que dans mes souvenirs il est quand même vraiment bon. Et donc cette sensation d'oppression est vraiment aidée je trouve par la bande son, qui est vraiment aux petits oignons, il n'y a pas à dire, et aussi par la réalisation. Parce que sans être non plus hallucinante et révolutionnaire, on va pas se le cacher, la réalisation est quand même bonne, avec la caméra qui jouait vraiment sur les flous, j'ai trouvé. Pour souvent mettre l'accent sur un détail précis dans chaque scène, laissant le reste dans un flou épais, quasi claustrophobique, qui donne vraiment un certain cachet au film. Et enfin, car je ne pouvais pas ne pas en parler vu le peu de gens qu'il y a, parlons du casting. Donc nous avons Mary-Elizabeth Winstead dans le rôle de Michelle. J'aime vraiment son rôle et je trouve qu'elle joue vraiment parfaitement bien dans ce film. Je l'avais déjà vu dans Boulevard de la mort de Tarantino et dans Scott Pilgrim de Edgar Wright, je crois. Bon, je l'avais aussi vu dans The Thing de 2011, dans Lincoln, chasseur de vampires, et dans Die Hard 4 et 5. Mais bon, comme ces 4 films sont nuls à chier, je préférais qu'on en reste sur Tarantino et sur Scott Pilgrim, voulez-vous? Ensuite, on a John Gallagher, et lui, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Il n'est pas transcendant et pas très profond comme personnage. Malgré ça, il fait quand même le job, et il reste vraiment convaincant dans son personnage tout du long. Et enfin, dans le rôle du Mysterio Howard, nous avons John Goodman. Et donc autant dans la plupart des films dans lesquels je l'ai vu, il m'avait laissé assez indifférent, j'ai jamais trouvé qu'il avait un jeu formidable on va dire. Seulement ici, je l'ai trouvé vraiment excellent. Pour moi c'est clairement le meilleur acteur des 3. Ce n'est vraiment pas une insulte pour les autres acteurs, ils ont vraiment bien fait leur job. Mais Goodman ici il est clairement au-dessus. Il a une sorte de puissance et de prestance, principalement grâce à sa carrure quand même imposante, qu'on se le dise. Mais cette prestance qu'il a de vieil homme qui veut vraiment que tout le monde agisse de telle manière et qui devient complètement fou dès que quelque chose part de travers et ne va pas dans le sens précis dans lequel il veut qu'il aille. Enfin, face à ça, on se dit vraiment... Ouais, cet homme pourrait vraiment me tuer d'une seconde à l'autre. Peu importe qu'il soit gentil ou non, je vois très clairement qu'il est très loin d'être stable. Enfin, on ne sait vraiment pas où il veut en venir, ce qu'il veut faire, s'il est sincère ou non. Et ça, dans un film où tous les enjeux reposent sur les convictions et les envies de chaque personnage, c'est crucial qu'on ne sache pas deviner ce qu'il veut réellement. Ah, et il y a la voix de Bradley Cooper aussi dans le rôle de Ben, le fiancé de Michelle, qu'elle largue au début du film. On entend donc sa voix pendant 30 secondes au début du film, ou quoi vous voudriez savoir. Et si vous allez le voir en VO aussi, évidemment. Parce que sinon, j'ai vraiment absolument aucune putain d'idée de qui joue le rôle de Ben dans la version française. Ça pourrait tout ce que j'ai à dire sur Ten Cloverfield Lane. Personnellement, je le conseille vivement. Je l'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'Hollywood manque vraiment de films psychologiques comme ça. Le seul truc qui me vient un peu à dire, c'est d'avoir appelé ça Cloverfield. Ça a vraiment rien à voir avec le film original. Et donc, même si j'aime bien le fait d'avoir des suites qui se ressemblent pas, parce que comme ça veut dire que les gens ont quand même un peu d'imagination et font pas genre juste des suites pour faire des suites, genre Transformers. Je trouve que de ce fait, c'est une suite sans faire une suite parce que genre
Comme il n'y a aucun rapport entre les deux, on aurait appelé ça autre chose que Cloverfield, ben ça changeait absolument rien. Et donc le pire c'est que d'appeler ça Cloverfield, ben du coup on sait qu'il y a un monstre en haut, et donc on sait que c'est dangereux. Il n'y a pas le suspense qui fait qu'on sait pas réellement s'il y a eu une attaque ou non, genre si le mec a vraiment menti ou pas. Parce que, mais comme c'est Cloverfield, on sait qu'il y a forcément un monstre. Alors qu'ils auraient appelé ça n'importe comment, et ils auraient dit qu'en fait qu'il y a eu une attaque nucléaire sur l'Amérique, ben on n'aurait pas eu la preuve que il y a vraiment eu une attaque ou pas. Et donc, pendant tout le film, on aurait eu le suspense de est-ce que oui ou non c'est radioactif sur Terre, si le mec a menti ou pas. Et donc, du coup, ça aurait été mieux. Mais bon, après voilà, J.J. Abrams et Bad Robots qui ont produit Cloverfield 1 ont produit du coup ce film-là, donc c'est Cloverfield 2, et donc voilà, c'est logique. Mais je trouve que ça enlève un peu de suspense. C'est tout. Après voilà, même ce manque de suspense enlève vraiment rien à la qualité du film. Je dis pas, je dis juste que voilà, c'est juste un peu dommage. Après c'est toujours pareil, pour ceux qui vont voir ce film-là sans savoir que c'est une suite, parce que c'est quand même vraiment pas évident que c'est une suite, parce que genre, à part le Cloverfield, et c'est même pas Cloverfield 2, c'est un Cloverfield Lane, il n'y a aucun rapport entre le premier et le 2, donc du coup si on n'a pas vu le 1, c'est pas bien grave. Et dans ce cas-là, on a le suspense vraiment jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film. Par contre, si vous voulez vraiment voir un film de monstre, n'allez pas voir celui-là, parce que c'est vraiment pas l'intérêt du film. Achetez-vous plutôt le DVD de Giant Shark versus Octopus. Là, il y aura des monstres. Ou, encore mieux, Whale-Wolf versus Sharktopus, ce qui signifie en français baleine-garou contre requin-poulpe. Et non, je déconne pas, ce film existe vraiment, vous voyez par vous-même. Bon, je vous garantis clairement pas que ce sera meilleur que 10 Cloverfield Lane. Je vous garantis même pas que ce sera meilleur que Cloverfield tout court. Je vous dis juste que si vous voulez voir un film de monstres à tout prix, et que vous avez fait le tour des Cloverfield, des Godzilla et autres King Kong, il vous reste baleine-garou contre requin-poulpe. C'est donc sur ces sages paroles que je vous laisse. Abonnez-vous, aimez cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, que ce soit sur 10 Cloverfield Lane ou même sur Whale-Wolf versus Sharktopus. Gardez la forme, et moi je vous dis à bientôt, et téléportation. Ah ouais, au fait, joyeux Saint-Patrick.